Et donc, la dernière fois, c'était il y a longtemps. Donc, on avait parlé de quoi? On avait été jusqu'à la page 193. Normalement, j'ai regardé sur les titres des vidéos. Et donc, est-ce qu'on avait parlé de ces quatre possibilités entre une perception directe qui se rapporte à un phénomène et une cognition valide directe qui se rapporte à un phénomène? Je pense qu'on avait dû évoquer le sujet, non? Ouais, vous avez la définition d'une perception directe? Une perception libre de conceptualisation non erronée. Voilà, une cognition libre de conceptualisation et non erronée, exactement. Très bien. Et une cognition valide directe, ça vous dit quelque chose? Ouais. En plus, elle est newly, elle est nouvelle. Oui, Elle en a plus elle est évolué. nouvelle. En plus, elle est nouvelle. Voilà. Et en plus elle doit réaliser. Elle doit Oui, réaliser ça, ouais. exactement, elle doit réaliser nouvellement. Donc on doit rajouter ça dans la définition, tout à fait. Parce que c'est la définition d'une cognition valide. Donc en effet, elle doit réaliser, donc être infaillible. Et on pourrait dire donc une cognition nouvelle et infaillible, libre de conceptualisation. Ouais, ou une cognition libre de conceptualisation, nouvelle et infaillible. C'est vrai que ça c'est plutôt la définition donnée par Jon Zimpul-Butchak, parce qu'il dit qu'il n'y a pas besoin de rajouter non erroné. Ouais, si elle est non conceptuelle et qu'elle est infaillible, elle doit être non erronée. Ouais, si elle réalise son objet et qu'elle est non conceptuelle, elle doit nécessairement être non erronée, alors que ici, dans le texte qu'on a, dans le texte Racine et dans beaucoup d'autres, hein, il rajoute quand même non erroné. Comme ça blinde le truc. Ok. Donc, le infaillible, parce que le Bouddha est infaillible aussi. Enfin, le Sugato, on Oui, dit aussi l'infaillible being. Il englobe exactement. tout ça, en fait. Ouais. Oui, parce que Mm. en général, il y a trois types de possesseurs d'objets. Ouais, il y a les objets et les possesseurs d'objets. Et ici, bien sûr, quand on parle des cognitions, on parle des possesseurs d'objets aussi. Ouais. Donc il y a trois types de possesseurs d'objets. Il y a des possesseurs d'objets, on pourrait dire, qui sont de la forme, parce qu'il y a Mhm. les impermanents sont divisés en trois, vous le savez ça. Les Mhm. impermanents sont divisés en trois, entre forme, Conscient. Conscience cognition, est conscience et composé non Proposé, non associé. Ouais. associé. posée dans ce sens. Exactement. Et donc ces trois types de choses sont des possesseurs d'objets ou peuvent être des possesseurs d'objets. Ouais, Mhm. par exemple, il y a les sons expressifs. Les sons expressifs sont des possesseurs d'objets. Un petit peu comme chez Saussure, le linguiste, qui parlait des signifiants et des signifiés. Ouais, quand vous dites un truc, eh ben, il y a le contenu de ce que vous dites. Ouais, donc le contenu, ça va être l'objet. Est-ce que c'est équivalent à une fonction? À une fonction, de quelle manière? Euh, parce que on dit à une chose, enfin une fonction, on met souvent la notion de fonction, ça veut dire que ça produit quelque chose où il y a une. Est-ce que c'est équivalent de fonction dans le genre ça. Tout à fait. Ouais, parce que les choses, la définition de choses, c'est capable d'opérer une fonction. Voilà, Ouais, c'est cette fonction-là. exactement. Et donc, bien sûr que les choses peuvent avoir plusieurs fonctions. Par exemple, une tasse Voilà. peut servir pour mettre du café. Elle peut aussi être l'objet apparent d'une perception directe. Donc, elle aura la fonction d'apparaître à une perception directe, Mhm. etc. Donc, ils peuvent avoir plusieurs fonctions, en effet. Et donc, ces choses-là, donc les formes, les cognitions et les composés non associés, ont à chaque fois plusieurs fonctions, exactement. Et donc c'est équivalent de possesseur d'objet, de possesseur de objet là que tu as dit. Ouais. C'est équivalent ou Ouais. pas? Alors, ce serait difficile à dire parce que est-ce que toutes les formes sont des possesseurs d'objets? Ça pourrait poser question. Est-ce que le bleu, par exemple, est un possesseur d'objets? Ça pourrait poser question. Mais ici, les sons expressifs, ils ont un objet dans le sens, ils ont un contenu informatif. Ouais, mais il y a des sons non expressifs. Par exemple, vous entendez le vent dans les branches d'un arbre, ça va pas vous donner un message particulier. Alors, dans certains mandalas, oui, ça enseigne le dharma. Mais en général, le bruit d'une cascade d'eau, le bruit du vent dans les arbres, ça n'a pas de signification précise. Ouais. Savoir si c'est relié aussi à un continuum. C'est ça aussi. Alors, Si, il y a... si c'est toi qui chantes une chanson qui a du sens, en fait, quelque Oui, part, voilà, c'est ça. Ça a oui. un rythme, comme ça a un sens. Ça C'est fait ça que je partie veux dire. des divisions des sons. Il y a des sons Voilà. articulés, Ouais. des sons non articulés, des sons expressifs, des sons non expressifs, etc. Oui, tout à fait.
Oui, Sabine? Ouais. Donc, dans les possesseurs d'objets, il y a les consciences, les formes et les composés non associés. Donc, dans les composés non associés, il y a les sons expressifs. Non. Non, les Non, sons expressifs, c'est de la forme. Le son, c'est de la forme. Ouais. d'accord. Donc, il y a les Exactement. consciences, il y a la forme. Dans la forme, Oui. les sons expressifs, Oui. plus les composés non associés, alors. Oui. Et parmi les composants associés, certains très spécifiques. Les personnes. Ouais. Mhm. Animaux, Ouais. les personnes. Exactement. D'ailleurs, c'est même la définition d'un possesseur d'objet donnée par Yuan Zimpur Butchok, c'est ça au début de l'Oric, c'est Ranyul Chirik dans Dembe Ngopo. C'est une chose qui possède ses objets respectifs. Une chose qui possède ses objets respectifs. Ouais, donc les sons expressifs, ils contiennent de l'information. Euh, les cognitions, bah, elles ont des objets, hein, objets apparents, objets d'engagement, etc. Et les personnes aussi. Les personnes possèdent des objets. Et donc ces trois-là peuvent être des cognitions valides dans le sens, peuvent faire autorité. Pas au sens littéral de cognition valide, parce que un son expressif n'est pas une cognition. Ouais. Une personne, en général, n'est pas une cognition. Sauf chez les sauts Antika, quand on recherche l'illustration de la personne, on dira c'est la conscience mentale. Mais sinon, en général, la personne n'est pas une cognition. C'est un composé non associé. Mais, en effet, on pourrait dire que les trois peuvent être pramana, peuvent faire autorité. Et donc, c'est ce que dit Acharya Dharmakirti. Il dit que le Bouddha, c'est Pramana Buddha. Pramana Voilà. Buddha, ça veut dire une personne qui fait autorité. Ça ne veut Mhm. pas dire que le Bouddha soit une cognition valide, mais en sanskrit, c'est toujours pramana. Ça veut dire une mesure de la réalité qui est concordante avec la réalité. C'est ça que ça veut dire en réalité, une pramana. Et donc, quand on dit cognition valide, dans ce cas-là, c'est nous ce qu'on étudie ici dans l'Oric. Ouais. Donc, entre possesseur d'objets et caractéristiques, il y a trois possibilités. Possesseur d'objets et caractéristiques. Euh, Parce que quand c'est caractéristique, les objets qui sont possédés sont des caractéristiques, mais pas tous les caractéristiques sont oui. des objets qui sont possédés. Alors, les objets qui sont possédés sont des caractéristiques, oui, pas nécessairement, ça peut être des objets caractérisés. Ouais, par exemple, si je possède ma tasse c'est l'objet caractérisé, et si je dis ma tasse du matin pour le café, dans ce cas-là, elle Oui. est caractérisée par quelque chose. Elle a une couleur noire, elle est plutôt grande pour boire beaucoup de café, pour être plutôt réveillé, et donc c'est ma grande tasse du matin. Et donc la grande tasse du matin, elle est caractérisée par grand et du matin. Ouais. Mhm. Mais Ok. la tasse elle-même, c'est le phénomène caractérisé, c'est pas la caractéristique. Ouais. Mm. Très bien. Impeccable. Et donc en effet, ces trois possesseurs d'objets peuvent être peuvent faire autorité, donc peuvent être des pramana. Mais le vrai sens de pramana, c'est cognition valide, donc seules les cognitions peuvent vraiment être des cognitions valides. C'est ça que ça veut dire en réalité. Ouais. Ouais. Par exemple, le tout premier hommage qu'on trouve, qui a été composé par Acharya Dignaga, l'hommage au Bouddha, c'est Tsemar Gyurpa Dola Panchepa, Tomba Deshe Kyola Chatselo. Ouais, je rends hommage à celui qui est devenu une autorité valide en enseignant aux êtres, etc., qui est devenu l'enseignant, le Sugata, le protecteur. Et tout le second chapitre du Pramanavartika d'Acharya Dharmakirti est un commentaire de ces deux versets. Tout Il le est second devenu, chapitre. il est devenu par lui-même, Il est devenu, mais par ses propres power, enfin, through his own exactement, power. tout à fait, par son expérience, etc. Donc, puisqu'il l'est devenu au cours de nombreuses existences, Acharya Dharmakirti va prouver les renaissances, va prouver plein de choses, en fait. Va essayer de prouver tout ça. Ouais, Après, au travers de ça, c'est que je comprends quand on dit je veux délivrer par moi-même, moi seul. oui, C'est-à-dire que je suis obligée d'en faire l'expérience moi-même, mm, oui, avec exactement. l'aide des autres. De toute façon, on est en lien avec les autres, mais parce que pendant longtemps, je ne comprenais pas ça, moi. Tu vois. Ouais. Ça, quand on dit par moi-même, par moi seul, c'est la responsabilité universelle, ouais, dans les Ouais, six causes et les effets. ouais. Exactement. Ça met en lien la connexion qu'on a avec les autres, mais que je dois travailler mon esprit. Il n'y a que moi qui peux travailler avec mon esprit. Le Bouddha, il peut Mm. pas, il peut pas, enfin, Le c'est faire bon, à quoi. notre Il l'a place. fait, Ouais. quoi. Ouais. D'accord, Exactement. ok, merci.
Oui, Sabine. Oui, excuse-moi. Quand tu dis qu'il n'y a que les cognitions qui peuvent être valides, c'est que la cognition, enfin, la cognition yogique, en fait, il n'y a que celle-là qui est vraiment valide. Les autres, Oui. Alors quand on dit ou, qu'il n'y a ou que les alors, cognitions qui peuvent être valides, dans le sens il n'y a que les cognitions qui peuvent être des cognitions valides, ouais, au sens d'accord. littéral de cognition, ouais. Et parmi toutes celles-ci, ça pourrait poser question parce que est-ce que par exemple la perception directe yogique, il n'y a qu'un premier moment ou il y a des moments subséquents? Non, mais on a dit que même les moments subséquents étaient valides, il me semble, pour les prasangika, Alors, non? pour les prasangika, Non? pour les prasangika, oui, pour les sautrantika, non. Donc pour les Oui, sautrantika, les second moments, troisième moment d'une perception directe yogique ne sont plus considérés comme des cognitions valides. Mm. d'accord. Pour les prasangika, oui. Ouais. Mais malgré tout, il n'y a pas que la perception directe yogique qui soit une cognition valide. Parce que dans toutes les traditions de Nalanda, la tradition indo-tibétaine, il y a toujours deux cognitions valides. Ouais, c'est ce que dit Acharya Dharmakirti dans le troisième chapitre, la première strophe du troisième chapitre. Shejani Tsetsemani Dunjenu Dominuchir. Ouais, c'est parce qu'il y a deux types d'objets de compréhension qu'il y a deux types de cognitions valides. Ouais. Il y a la cognition valide inférentielle et la cognition valide directe. Mhm. Ouais. Donc, parmi les directs, il y en a plusieurs. Bien sûr, il y a sensoriel, mental, autocognitif et yogique. Exactement. Mais Oui, mais est-ce qu'en tout temps, toutes les formes et toutes les consciences, elles sont toujours possesseurs d'objets? On peut Alors, dire ça? oui, une conscience, on ne pourrait pas poser une conscience qui n'aurait pas d'objet du tout. Même par Pas exemple, toujours, hein. si on est dans le sommeil profond, l'objet de cette conscience va être un état, quelque chose de vague, une Ouais. sensation neutre, etc. Il y aura quand même un objet qui sera là. Ouais, Est-ce que c'est ce que ouais. tu dis? Ça, c'est d'autant plus valable chez les Prasangika, parce que dans le Vedalya Sutra Nama de Arya Nagarjuna, il dit il n'y a pas de pramana sans prameya, et ni de Ah, prameya sans pramana. Il n'y a pas de cognition valide sans objet de compréhension, et il n'y a pas d'objet de compréhension sans cognition valide. Ouais, explique, explique enfin, que tout est relié, en fait, que t'es toujours en connexion avec quelque chose, t'es jamais ouais, seul. exactement. C'est L'univers même, est en tout, en fait, c'est un peu ouais. oui, C'est- ou on pourrait ouais. dire, parce que certains disent, oui, on a des méditations sans objet, etc. Mais c'est une Ouais, façon de parler. C'est une façon ouais, de parler. En réalité, il y a toujours un objet. ouais, ouais, ouais. Ah oui, c'est une façon de parler. Il y a toujours un objet. Ah, ok, Ouais. c'est Oui, intéressant. tout à fait. Sauf J'avais pas que- vu ça comme ça. Sauf qu'il n'y a plus de grasping, de moment il n'y a plus de craving grasping, en fait. Oui, C'est oui, comme ça, si ça ça pourrait être, traverse, bien, tu vois plus la séparation entre les. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. ouais, ça pourrait être pour la compassion sans objet. La compassion sans objet, elle a nécessairement un objet, mais qui est la Ouais, vacuité. C'est-à-dire qu'on ouais, on n'objectifie pas la souffrance des êtres, etc. C'est de ça qu'il s'agit. Et méditation sans objet, ça veut dire sans objet extérieur, en ouais, réalité. Et la méditation sans objet, par exemple, méditer sur l'esprit, bah, c'est l'esprit qui est le propre objet de l'esprit. ouais, c'est ça. Ouais, Ouais. Très ouais, bien. ouais. Ok. Donc on a vu qu'il y avait perception directe et cognition valide directe. Ouais, si en général on compare les deux, il y a combien de possibilités? Perception directe et cognition valide directe. Alors, ça, c'est vrai. Trois, non? Trois. Ouais. Si c'est une cognition valide directe, c'est nécessairement une perception directe, mais c'est une perception directe, c'est pas nécessairement une cognition valide directe. Voilà, exactement. Et donc, Euh, qu'est-ce qui serait une perception directe? Pardon. Mais pas une cognition valide directe. c'est une cognition qui est pas nouvelle, en fait, qui est subséquente. Oui, donc une subséquente, exactement. Ouais. Ou une inattentive. Ouais. Très bien. Donc en effet, trois possibilités excellentes. C'est super. Donc en effet, si c'est une cognition valide directe, c'est nécessairement une perception directe. Mais si c'est une perception directe, c'est pas nécessairement une cognition valide directe. Ouais. Très bien. Donc ça, c'est trois possibilités. Si on devait comparer perception directe et cognition valide, ce serait plus tout à fait la même chose. Perception directe et cognition valide. On dirait que bah, il peut être une inférentielle donc, dans la valide, donc Hmm. elle est plus non conceptuelle. Oui.
mais elle peut être non erronée. Donc, L'inférentielle, elle peut être non erronée? non, elle est erronée, mais elle est infaillible. Pardon. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Donc, une, une perception valide peut être directe, mais une perception directe, mais pas forcément. Donc, ça fait, je mettrais 4 moi. 4. Ouais, ce qui est les deux en effet. Perception directe et cognition valide, bah, c'est la cognition valide directe. Perception directe qui n'est pas une cognition valide, comme on l'a dit. Il y a les Ah, cognitions, les perceptions directes subséquentes ou inattentives. Et une cognition valide qui n'est pas une perception directe, bah, il n'y a que l'inférence, la cognition inférentielle. Et ce qui n'est ni l'un ni l'autre, c'est facile. Ouais. Cognition fausse, etc., etc. Très bien, eh ben c'est super. Magnifique. Donc si c'est clair comme ça, normalement, ça permet vraiment de poser les choses. Ouais, si on fait cette distinction-là. Et là, c'est un petit peu plus subtil. C'est une perception directe qui se rapporte à un objet. Ouais, une perception directe quant à un phénomène. Et une cognition valide directe quant à un phénomène. Ouais, qui est au regard d'un phénomène. Ouais, ici, il y a marqué qui se rapporte à un phénomène. On pourrait dire au regard de tel phénomène. Ouais, c'est la même chose. Donc ici, il dit qu'il y a 4 possibilités. Ouais, donc on en avait un peu parlé. C'est pas si compliqué. C'est juste que quand on dit une perception directe, une perception valide directe au regard de tel phénomène, ça veut dire que ce phénomène doit apparaître à cette perception directe, valide. Ouais. Donc c'est pour ça qu'ici il va dire il y a 4 possibilités, parce que il y a des réalisations yogiques, par exemple, du non-soi, mais ce ne sont pas des perceptions directes au regard du non-soi, parce que le non-soi ne leur apparaît pas. donc, il doit être objectif, hein, ça doit être quelque chose que tu peux observer. Ça peut pas être quelque chose qui Oui. est caché, comme l'impermanence du pot. Oui, alors ici le non-soi c'est un phénomène caché. Ouais, le Voilà. non-soi c'est un phénomène caché, mais en effet, malgré tout, le non-soi, est-ce que c'est permanent ou impermanent? Ah, ouais. Ouais, c'est Le permanent. non-soi, c'est permanent, hein. Exactement. Vous vous souvenez de cette règle d'or chez les Soho Transika? Ouais, c'est le tout début du Lorik aussi, de Yongzin Purbuchok, où il dit Yoba yena nayu yimbe kyap. Il dit si ça existe, c'est nécessairement un objet apparent. Et ensuite, il va dire parce que si c'est un impermanent, c'est l'objet apparent d'une perception directe, et si c'est permanent, c'est l'objet apparent d'une cognition conceptuelle. Donc, les existants, ils se résument à ces deux, permanent et impermanent. Donc, si ça existe, c'est nécessairement un objet apparent, puisque les impermanents sont les objets apparents des perceptions directes, et les permanents sont les objets apparents des cognitions conceptuelles. C'est les deux Ouais, mondes. Mais, hein? C'est les deux mondes. Ce que tu C'est les dis. deux mais, mondes, exactement. Voilà, c'est les deux mondes, ce que tu dis souvent. mais un bout, tu es obligé pour réaliser le non-soi, tu es obligé d'abord de voir comment le soi apparaît à ton esprit d'une manière fausse Oui, pour, 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 pour mettre la lumière puis voir qu'il n'existe pas de son propre côté. oui, exactement. Mais Et inhérente, donc, là, tu négues, enfin, des oui. fois j'ai de la peine, là, je m'excuse, mais je mélange les langues, là. Alors, pour les sauts Atlantica, c'est intéressant parce qu'ils vont dire que le non-soi existe de son propre côté. Ouais, alors Parce que voilà, mais bon, ouais, ouais. Ouais, bon, ouais, c'est là où, ouais, bah, voilà. Ouais. les Euh, Sautrantica, ils ont une vue assez grossière malgré tout. Pour eux, le non-soi, c'est l'absence de soi autosuffisant et substantiel. Et donc malgré tout, ce n'est pas encore la négation d'existence inhérente. Et donc même pour eux, le non-soi doit exister de manière inhérente. Oui, il doit exister de son propre côté, etc., d'une certaine manière. Euh, mais en effet, ça veut dire qu'au début, on infère, il faut beaucoup étudier, beaucoup analyser, beaucoup réfléchir, etc. Ensuite, on essaie de générer une cognition inférentielle. Et si on médite régulièrement sur cette cognition inférentielle, on finit par développer shamatha et vipassana, l'union des deux, et ensuite une perception directe. Et donc là, ce sera une perception directe yogique, ouais, du non-soi. Mais comme le non-soi, on l'a dit, est permanent, comment est-ce qu'il peut apparaître à la perception directe yogique? Parce qu'avant, on l'a Parce qu'on pas a vu. dit si c'est permanent, hein? Parce qu'il était toujours là, mais on l'a pas vu. Ouais. Il C'est-à-dire est que toujours pas là. selon cette règle-là,
les permanents ne peuvent jamais être les objets apparents de perception directe pour les sauts Ouais, authentiques. Ils peuvent pas briser cette loi. Ouais. ouais, Que le non-soi est permanent, donc il ne peut pas être l'objet apparent d'une perception ouais, directe, même yogique. ouais. Or, cette perception directe yogique doit quand même être une condition valide au regard du non-soi. Ouais, c'est quand même une condition valide directe au regard du non-soi, mais ce n'est pas une perception directe au regard du non-soi. Ça veut dire que le non-soi ne peut pas lui apparaître. C'est ça que ça veut dire. C'est une réalisation implicite. Mhm. Ouais, Ouais. ouais. C'est ça qu'on avait vu dernièrement, non? Mais pour qu'elle Très soit bien. implicite, elle est obligée d'être de même nature. Si tu vois que c'est produit, tu déduis que c'est pas que c'est pas produit, mais ça peut pas, tu peux pas arriver à la déduction que c'est impermanent. Pour une Comment chose ça? qui est produite. Non mais parce qu'il me semble que Oui. ce soit implicite, c'est que ça doit être de la même nature, enfin de la même nature. Si tu Oui. réalises que quelque chose est produit, Oui. tu peux pas tu réalises pas nécessairement qu'il est impermanent implicite. Non, ouais, c'est ça. Alors, si c'est Il une est, il est réalisation. impermanent d'une manière implicite. Alors ça dépend de quel type de réalisation on parle. Si c'est une réalisation inférentielle ou si c'est une réalisation directe. Parce que pour la perception yogique, si tu réalises l'impermanence subtile d'une tasse, tu dois réaliser aussi sa production. Si c'est direct. Ah ouais, alors oui, alors si tu réalises Ouais. l'impermanence subtile, ouais, mais ça c'est subtil, donc justement. Ouais. Si c'est Ouais, inférentiel, non, parce que l'inférence, c'est une cognition qui s'engage par exclusion. ouais, Donc quand ouais. on réalise explicitement l'impermanence de la tasse, on ne peut pas réaliser explicitement en même temps sa production. Voilà, tu réalises qu'il n'est pas permanent, que c'est l'impermanence. Ouais. Oui, C'est on la même nature, réalise c'est ça que je dis. implicitement que la tasse n'est pas permanente. Ça, Ouais, c'est réalisé ouais, implicitement. ouais. Ouais. Mais en effet, on ne réalise pas ni implicitement ni explicitement qu'elle soit produite. C'est pour ça qu'il Ouais. faut faire une autre inférence. Il faut ensuite une autre étape pour réaliser que la tasse est produite car elle est impermanente, etc. Très bien. Donc ici, on a les illustrations qui sont données par la Rinpoche. Ouais, le premier moment d'une cognition valide directe qui réalise l'impermanence du son est à la fois une cognition valide directe et une perception directe qui s'y rapporte à l'impermanence du son. Tout simplement. Ouais. Ça veut dire que une perception directe valide qui réalise l'impermanence du son, ça ne peut être que quel type de perception directe parmi les quatre? Sensoriel. Ah, sensorielle. Ok, Euh, donc ça veut dire que... non, Hein? l'impermanence, pardon, Oui. l'impermanence, ça peut être une yogique, c'est qu'une yogique. Ça ne peut être qu'une yogique, exactement. C'est pas- Aucune autre conscience chez les non-bouddhas, bien sûr. Ouais, Mm. si on parle des non-bouddhas, aucune autre conscience, aucune autre perception directe ne peut réaliser l'impermanence subtile du son que la yogique. Ouais, ça c'est très important. Ok, donc ici il est en train de parler de ça. C'est pas mentionné, mais c'est ça que ça veut dire. Ouais, le premier moment d'une cognition valide directe qui réalise l'impermanence du son, il s'agit d'une perception directe yogique, nécessairement. Très bien. Ok. Et donc, c'est à la fois une cognition valide directe, ouais, parce qu'une une cognition valide yogique est une cognition valide, Direct. forcément. Et c'est une perception directe, une perception directe yogique est une perception directe. Ok. Et donc, elle se rapporte à l'impermanence du son. Non seulement elle réalise l'impermanence du son, mais en plus l'impermanence du son lui apparaît. Ouais, parce que l'impermanence est impermanente, vous êtes d'accord? Ouais. Et donc, si c'est impermanent, c'est nécessairement l'objet apparent d'une perception directe. Ouais, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Si Tu c'est arrives à impermanent, expliquer comment est-ce que ça lui apparaît, comment ça apparaît? ouais. Alors, Parce que c'est ça, subtil aussi, c'est pas quelque chose que. oui, c'est subtil. On pourrait dire que ça lui apparaît au moyen de l'apparence de l'objet qui est impermanent. C'est-à-dire que l'impermanence, c'est nécessairement un composé non associé. Ouais, Ouais. Ah voilà, oui, parce que ouais, parce que c'est une c'est un action en composé. fait. C'est une action, c'est quelque C'est- chose qui. Alors, Ah une ouais. action est un composé non associé, mais l'impermanence reste un composé non associé sans être une action. Ouais, c'est juste le changement continuel de tels phénomènes produits. Donc, par exemple, le yogi, il va réaliser, par exemple, son esprit ou le son. Il va réaliser directement le son, yogiquement, et en réalisant le son, il va réaliser l'impermanence du son. Parce que l'impermanence du son, elle est une même nature en termes, elle est une même substance simultanée avec le son en termes de localisation, de durée et de nature. Ouais, et tout ce qui est
une même substance simultanée en termes de localisation, de durée et de nature doit nécessairement apparaître quand l'objet lui-même apparaît. Par exemple, ici, l'impermanence de la tasse et la Ouais. tasse nous apparaissent. Après, ça ne veut pas dire qu'on réalise, hein. Mais en tout cas, ça doit nous apparaître parce que l'impermanence de la tasse, elle est totalement inscrite dans Euh, toutes les moindres particules de la tasse. Donc quand la tasse apparaît, son impermanence doit apparaître. donc, ils sont un d'une manière substantielle aussi, substantially C'est one. ça que ça veut dire. Elles sont une même substance Voilà. et en plus simultanées. Ça veut dire qu'elles sont produites en même temps, elles Voilà, demeurent est en même produite, temps, elle, elles se laissent voilà, en puis même temps. en même temps. Ok. Ouais. Oui. Et l'impermanence de la tasse et la tasse sont une même substance simultanée en termes de localisation, de durée et de nature. C'est-à-dire que toute la nature de la tasse est impermanente. Ouais. Donc, dès l'instant où la tasse apparaît, son impermanence doit apparaître. Et donc, c'est comme ça qu'elle va être réalisée, parce que, comme on l'a dit, l'impermanence est un composé non associé. Et donc, pour réaliser un composé non associé, on doit nécessairement commencer par voir un phénomène substantiel, un existant substantiel, parce qu'un composé non associé est un existant imputé. Ouais, et donc, ça veut dire que pour qu'il apparaisse, il faut qu'il y ait la condition valide d'un autre phénomène que lui-même. C'est ça, un existant imputé. On a Ouais, comme besoin de la quelque chose personne. pour pouvoir le révéler, en fait. Ouais. Oui, comme la Un mot. personne. Quand on dit Ouais. tiens, j'ai vu un tel, Ouais. c'est comment ça marche, c'est qu'on a vu le visage d'un tel. Ouais. Et donc en voyant le visage d'un tel, on voit un tel. Ou entendre Ouais. sa voix. Ouais. Ou entendre sa voix. Ouais. C'est pour ça que la personne est un existant imputé. L'impermanence aussi, tous les composés non associés sont des existants imputés. C'est-à-dire que pour les réaliser, il faut réaliser un autre phénomène qu'eux. Et donc c'est pourquoi le yogi va réaliser le son directement et explicitement. Et en même temps qu'il va réaliser le son impermanence va lui apparaître et elle va être réalisée aussi en même temps. Mm. Mais ça va tellement vite hein, dans le quotidien. C'est vrai que c'est des choses qu'on ne se rend pas Ouais. compte, quoi. Et pour dire, aussi pour dire que c'est une fleur, tu es obligé d'abord voir la forme. Puis tu peux Oui, pas. alors dans ce cas-là, la fleur, c'est un existant substantiel. Il n'y a pas besoin de passer par autre Ah, il n'y a chose. pas besoin de passer par. Mais Ouais, par contre, parce que la mais tu fleur est peux une pas forme. voir. Mais par exemple, Ouais. tu peux pas. Je crois que tu peux pas reconnaître la fleur et la feuille en même temps. Euh, la fleur et la feuille, comment ça? La feuille, c'est pas la fleur, hein. Ah La oui, feuille, tout à c'est fait. la fleur. Oui, oui, Voilà. oui, oui, Ouais. exactement. Mm. Mais en effet, la feuille et la fleur sont de toute façon des existants substantiels, parce que pour les réaliser, il n'y a pas besoin de passer par quelque chose qui serait d'une nature autre. C'est-à-dire qu'on voit la couleur de la fleur qui est de la forme, et la fleur est de la forme. Ouais, donc ce n'est pas une nature autre. Or, quand on veut percevoir le temps ou l'impermanence ou une personne, eh ben, on est obligé de passer par quelque chose qui est d'une nature autre. On est obligé de passer par de la forme, et la forme n'a pas la nature d'être un composé non associé. C'est ça que ça veut dire, ouais. Ok, bah, ok, ouais. Mais ils sont une même nature dans le sens ils sont une Ouais. même entité. L'impermanence du son et le son sont une même entité. Ouais. Très bien. Ok. Donc là, est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que la perception directe yogique qui réalise l'impermanence du son est à la fois une cognition valide directe au regard de l'impermanence du son et aussi une perception directe au regard de cette impermanence du son. Ouais. Parce que l'impermanence du son lui apparaît. Elle est réalisée tout en apparaissant à cette perception directe. C'est pourquoi c'est une perception directe au regard de l'impermanence du son. C'est ça que ça veut dire. Oui, mais il y a des perceptions directes qui réalisent quelque chose, mais ce quelque chose ne lui apparaît pas. Ouais, ok. Donc par exemple ici, le premier moment, une perception directe yogique qui réalise directement le non-soi d'une personne. Le premier moment, une perception directe yogique qui réalise directement le non-soi d'une personne, c'est une cognition valide directe. Si c'est le premier moment. Très bien. Ok. Donc c'est une cognition valide directe au regard du non-soi. Parce qu'elle réalise le non-soi. Le non-soi est son objet d'engagement, on pourrait dire. Ouais. Mais ce n'est pas une perception directe au regard du non-soi, parce que le non-soi ne lui apparaît pas. Mm. Ouais. Donc c'est ce qu'il dit ici. Il dit est une cognition valide directe qui se rapporte au non-soi d'une personne, mais n'est pas une perception directe quant à ce non-soi. Ouais, parce que dans la parenthèse, il y a, selon le système Sautrantika, le non-soi de la personne, qui est un phénomène permanent, ne peut apparaître à une perception directe, bien qu'il puisse être directement réalisé. C'est magnifique ça. Mhm. Parce que, en fait, Excuse-moi, on a tu deux. lis où? Oui, Tu lis où là? 193. Dans 93 et c'est donc ah oui, c'est ce qu'on a déjà lu en fait.
Oui, Je suis mais allée plus loin, c'est pour ça. Ok. je voulais être sûr que ce soit clair pour tout le monde. Ouais. Ah oui, oui, donc du coup, j'ai accès. Toi, t'as lu la page 200 déjà, t'es déjà Oui, arrivé oui, au mais bout. j'ai déjà tourné la page, j'ai presque tourné la page déjà. Ok, c'est pour ça que. D'accord. Oui, le système central des cartes, c'est ce que tu viens de dire. Ok, très bien. Génial. Ce qui est pas Ouais. simple pour nous, c'est quelque part l'impermanence de la table. Intellectuellement, je l'ai compris, mais c'est d'arriver à expérimenter ça plus profondément d'une manière subtile, quoi. Oui. Et là, il n'y a qu'une perception directe yogique qui Ouais, peut voilà, le c'est ça. faire. Ok. Exactement. Ouais. Donc, c'est pour ça que ici, on parle nécessairement d'une perception directe yogique. Si on parle de l'impermanence subtile, il n'y a que ça qui peut le réaliser directement. Et donc, comme on a dit, soit on réalise conceptuellement, soit on réalise non conceptuellement. Ouais. Et donc, une perception directe yogique réalise non conceptuellement. Ouais. Mm. Donc, elle réalise directement, puisque directement, ça veut dire non Non conceptuellement. conceptuellement, ouais. Elle réalise directement le non-soi, mais ce n'est pas une perception directe au regard du non-soi, puisque le non-soi ne lui apparaît pas. Donc, c'est pour ça qu'il y a des subtilités. Ouais, ils vont dire, certains même dira la Rinpoche, je sais plus où il le dit exactement, il dit que certains érudits vont dire que il n'y a pas de perception directe du non-soi, ils vont juste dire que il y a le non-soi qui est réalisé au moyen d'une perception directe. Ah, voilà. Mais ils ne vont pas dire que le non-soi est directement réalisé. Ils vont dire qu'il est réalisé au moyen d'une perception directe, avec un instrumental en tibétain. Munsum Gi Topar Java. Ils vont dire avec un Gayata Gyagigogi Sagi, avec un instrumental, ouais. Pour dire au moyen d'une perception directe. C'est vrai que la perception directe va réaliser les agrégats directement et explicitement, et implicitement va réaliser le non-soi dans les agrégats. Très bien. Et ensuite, le second moment d'une perception directe qui réalise l'impermanence du son est une perception directe qui se rapporte à l'impermanence du son, mais n'est pas une cognition valide directe qui se rapporte à cet objet. C'est le second moment, donc ce n'est plus une perception directe valide, c'est une cognition subséquente. Donc c'est toujours une perception directe, mais elle n'est plus valide. C'est tout ça, là c'est tout simple. Et ensuite, une cognition inférentielle qui réalise l'impermanence du son n'est ni une perception directe, ni une cognition valide directe au regard de l'impermanence du son, puisqu'elle est conceptuelle. Ça n'est aucune des deux. Ouais, donc là c'est plus facile. C'est juste le point 2 qui est difficile. Ok. Et ensuite, il existe quatre possibilités entre cognition inférentielle valide quant à un phénomène et une cognition conceptuelle quant à un phénomène. Ouais, ou qui se rapporte à, ça revient à la même chose. Il existe quatre possibilités entre une cognition inférentielle valide qui se rapporte à un phénomène ou quant à un phénomène et une cognition conceptuelle. Normalement, c'est facile, hein, parce que si c'est conceptuel, c'est pas nécessairement inférentiel, en général. Ouais, si on devait comparer cognition conceptuelle et cognition inférentielle, Bah, une cognition inférentielle est une cognition conceptuelle, mais une cognition conceptuelle n'est pas forcément une inférentielle. exactement, tout à fait, donc trois possibilités en général. Et donc, en général, ces trois possibilités, si on ne spécifie pas quant à tel phénomène, ou quant à un phénomène, ou qui se rapporte à un phénomène. Si on rajoute ça, qui se rapporte à un phénomène, eh ben, c'est plus subtil, c'est plus détaillé, donc ça donne quatre possibilités. Ouais. Ok. Donc c'est le même principe en réalité. Ça veut dire, est-ce que le phénomène qui est réalisé explicitement ou non? C'est ça que ça veut dire, tout simplement. Donc là, il dit le premier point. Donc en bas de la 193, une cognition inférentielle valide. Donc pour Yongzin Polbutchok, c'est pareil, hein, c'est un pléonasme de dire une cognition valide, cognition inférentielle valide et cognition inférentielle, c'est pareil. Ok. Mais ici, chez Geshe Jampel Sampel, c'est différent. Et donc c'est pourquoi il rajoute une cognition inférentielle valide qui réalise l'impermanence du son est à la fois une cognition inférentielle valide et une cognition conceptuelle quant à l'impermanence du son. C'est-à-dire qu'on pense à l'impermanence du son et on réalise conceptuellement l'impermanence du son. Donc c'est pourquoi l'impermanence du son est à la fois réalisée par la cognition inférentielle et explicitement réalisée. Ouais, donc c'est pourquoi c'est aussi l'objet de la cognition conceptuelle. Ouais, ça joue? Ou pas? Ou pas? Ou je vais trop vite? C'est Je vais chouette. peut-être trop vite. Là, Ok. On peut dire qu'on aime Euh, t'as pas un schéma, là? En fait, ce qu'il faut essayer de voir, c'est que Mhm. tout le débat ici, ce débat qu'on vient de voir,
ce débat qu'on est en train de voir, c'est est-ce que l'objet qui est réalisé est explicitement réalisé? Est-ce qu'il apparaît à la conscience qui le réalise ou non? C'est ça qui fait la différence. Mhm. Ouais, vous savez très bien que il y a, dès l'instant où il y a une réalisation, il y a nécessairement réalisation explicite et réalisation implicite. Mhm. Nécessairement. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais l'une sans l'autre. Il y a toujours l'une avec l'autre. Ouais, comme l'amour et le mariage, dira Sinatra. Je rigole. Ok. Très bien. Et donc, en effet, il y a toujours l'une et l'autre. Ça veut dire que si vous réalisez explicitement le son, implicitement, vous réalisez l'absence du non-son ou l'opposé du non-son. Si vous réalisez explicitement l'impermanence du son, implicitement, vous réalisez qu'il est dénué de permanence. Mhm. Ouais. Ou encore, on pourrait dire, si vous réalisez explicitement impermanent, implicitement, vous réalisez momentané, puisque c'est la définition d'impermanent. Certains pourraient le dire. Ouais, ça, dans certains textes sur la logique, ils pourraient dire ça. Ouais. Donc ça veut dire que si on réalise explicitement feu, implicitement, on réalise chaud et brûlant. Ouais. Si c'est conceptuel. Si c'est direct, on réalise les deux explicitement. Très bien. Si c'est conceptuel, il y a une réalisation implicite d'un phénomène et son opposé va être réalisé explicitement. Il y a toujours les deux dans une réalisation. Toujours une réalisation explicite parce qu'il faut bien que quelques phénomènes que ce soit apparaissent à une réalisation. Mhm. Ouais, une réalisation, qu'elle soit conceptuelle ou directe, il faut bien qu'elle réalise un phénomène qui lui apparaît. Et il faut bien qu'elle réalise aussi quelque chose qui ne lui apparaît pas. C'est ça la distinction entre réalisation explicite et implicite. Très bien. Donc maintenant, si je vous dis, essayez de... Ouais, c'est Ouais, super important en fait. Parce que oui, dans la mesure où de me dire, bah, ça existe réellement, c'est vraiment, bah, je veux dire, vraiment quelque chose que j'ai réalisé ou qu'est-ce que j'invente, quoi. oui. Ça, c'est Dans le l'idée de truc, Là, oui, mais là, en où effet, j'en suis là-dedans, quoi. Est-ce que c'est vraiment explicite ou je délire ou est-ce que je suis bien ou est-ce que c'est juste ce que je pense? Je pense que c'est... oui. Alors là, on parle nécessairement de réalisation, hein. Là, c'est uniquement dans le domaine de la réalisation. Et ensuite, cette réalisation va être divisée en deux, explicite et implicite. Et là, on ne parle nécessairement pas de quelque chose qui est inventé ou Oui, quelque oui, chose mais qu'on hallucine. Là, on parle de réalisation. Vous vous souvenez de ce que ça veut ouais. dire? Une cognition qui réalise son objet ou une cognition infaillible? Bah, elle comprend l'objet, il n'y a pas d'erreur par rapport à l'objet. oui, Oui, par rapport à l'objet d'engagement. Ouais. Exactement. Ça veut dire qu'elle doit trancher les surimpositions. C'est-à-dire, elle mm. doit nécessairement comprendre ou réaliser ou certifier son objet. Donc, il s'agit nécessairement pas d'une hallucination ou un truc qu'on Oui, non, invente, mais c'est etc. ça de Comme me la dire, tasse qui enlève, ou bien la porte. Ouais. Hein? Comme l'histoire de la tasse, puis là, il y a la non-tasse, enfin l'absence de la tasse dans la main. Oui, Enfin, c'est un peu oui, bête. Mais, exactement. dire que la tasse n'existe pas en soi, mais elle n'existe pas dans ma main. Enfin, Oui, oui, oui. On pourrait dire en effet que même quelque chose de très, comment dire, de très basique. Par exemple, on pourrait dire, si conceptuellement vous réalisez une tasse, vous la réalisez explicitement quand vous avez le concept de tasse, mm. ouais, la généralité de sens de tasse, et implicitement vous réalisez l'opposé de non-tasse. Oui, voilà. Tout ce qui n'est Parce que pas tasse. Ouais. Mhm. quand mm. on dit l'opposé de non-tasse, ça renvoie à quoi? À Attends. tasse. Mais, Exactement. mais Ouais, en, non-tasse et tasse, ouais. Mhm. Ouais. en fait, c'est conceptuel, donc explicitement, on a le concept, c'est-à-dire que l'image, bah, impermanence, le mot, etc. Et implicitement derrière, on a toutes les caractéristiques, en fait, c'est ça? Alors, Oui, euh, implicitement derrière, on a nécessairement le phénomène opposé d'une certaine manière. On a ben, c'est un petit peu comme pour quand on prend une photo, il y a le positif et le négatif. Il y a toujours les deux en même temps. Ouais, donc pour une réalisation, il y a nécessairement les deux aussi. C'est-à-dire, il y a ce qui apparaît à cette réalisation et il y a ce qui est réalisé mais sans lui apparaître. C'est-à-dire, si vous réalisez tasse, vous réalisez nécessairement l'opposé de non-tasse. Mm. Donc, Ça, c'est puisque vous one avez with tasse. C'est un Hein? avec tasse. Ça, c'est un avec tasse. Alors, Tout ce qui n'est pas non, non, différent. Non, c'est pas ça? C'est pas tout ce qui non. n'est pas différent de tasse. Ah ouais. L'opposé de non-tasse est nécessairement différent de tasse. Ouais. Ah ouais.
Ouais, Ouais. l'opposé de non-tasse est Non-tasse, nécessairement différent de tasse. Parce non-tasse. que, en fait, quand on réalise tasse, on a la généralité de sens tasse. Ouais. Ouais. Ah, j'ai bien de sens. Et même si on réalise tasse explicitement, on doit réaliser l'opposé de non-tasse nécessairement. Mais implicitement, parce qu'on n'aura pas la généralité de sens, l'opposé de non-tasse. À Oui, mais le l'inverse, non-tasse, c'est à tasse. l'inverse, si vous pensez maintenant l'opposé de ce qui n'est pas une tasse, vous allez avoir la généralité de sens, Mhm. l'opposé de ce qui n'est pas une tasse. Donc vous allez réaliser explicitement l'opposé de ce qui n'est pas une tasse. Et implicitement, qu'est-ce que vous allez réaliser? Tasse. Alors là, c'est le. Non? Là, là. Parce que Oui, si mais on dit opposé de non-tasse, il y a deux négations là, non? exactement, et Donc donc vu qu'il c'est y a deux tasse. négations, ça implique tasse, Ça nécessairement. implique tasse. Ok. Oui, Exactement. Donc mais si alors on dit l'opposé de maintenant, non-tasse, c'est pas tasse? alors, si c'est l'opposé de non-tasse, c'est nécessairement une tasse, Ah, et voilà. l'opposé de non-tasse lui-même n'est pas tasse. Ah ouais, ça c'est permanent. C'est comme, ok, c'est comme One with Alors, qui est alors permanent ça si dépend. c'est One with Potso. Ça dépend parce que chez l'abbé Shantarakshita, par exemple, et ensuite dans toute l'épistémologie bouddhiste, on dira qu'il y a deux types d'exclusions. Les exclusions qui sont des phénomènes spécifiquement caractérisés et des exclusions mentales. Ouais, donc l'exclusion mentale, l'opposé de non-tasse, elle est permanente parce que elle est l'objet apparent d'une cognition conceptuelle. Mais cette tasse est un opposé de non-tasse. Cette tasse est un phénomène spécifiquement caractérisé qui est l'opposé de non-tasse. Donc, si c'est l'opposé de non-tasse, c'est pas nécessairement permanent. Ah, ça j'ai jamais vu. Ok. Ah, Ouais. wow. Parce Mais que c'est si par exemple subtil. je vous dis par exemple sur l'écran, regardez l'opposé de non-livre, vous allez regarder un livre, nécessairement. Si je vous dis Euh, maintenant regardez l'opposé de non-tasse, vous allez regarder une tasse. Donc cette tasse est nécessairement l'opposé de non-tasse. Et elle reste impermanente pour autant, ouais. Elle ne D'ailleurs, devient pas permanente. d'abord, notre esprit ne comprend pas la négation. En fait, tu dis à un gamin, touche pas, ou tu vois, regarde, Ouais, quand c'est pas un éléphant, tu penses à un éléphant, quoi. oui, Ouais. ouais, malgré tout, si tu dis à un enfant, ça c'est interdit, tu ne dois pas le faire, à mon avis, s'il est Ouais, mais suffisamment lucide et qu'il ne veut pas être puni, ouais, je pense qu'il devrait pouvoir le comprendre. alors ça dépend à quel âge, tu vois. Oui, Ouais. exactement. Mais normalement, la Mais si je négation, te elle dis- fait partie de la nature. Ouais, elle fait partie intégrante de la nature, la négation. Mais la négation, en effet, ou l'exclusion, c'est pareil, hein. Cancel, l'exclusion d'autres, ou la négation, c'est la même chose. Euh, Ça veut dire que notre conscience conceptuelle doit éliminer explicitement quelque chose pour Ouais. avoir une négation. Mais le phénomène peut rester le même. C'est-à-dire si je dis cette tasse qui n'est pas à vous, ou cette tasse qui est à moi, ouais, dans ce cas-là, ça revient d'une certaine manière à parler de toujours la même tasse. Mhm. Mais dans le premier cas, c'est une négation parce que j'exclus explicitement quelque chose, qu'elle serait à vous. Ouais. Donc c'est ça qui fait qu'un phénomène est positif ou affirmatif et un phénomène est une négation. C'est est-ce que dans notre esprit, il y a l'exclusion explicite d'un phénomène? Explicite. C'est-à-dire que cette exclusion doit apparaître à notre esprit. Ouais. Mhm. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que Mhm. cette tasse, même si on ne parle pas d'exclusion explicite, cette tasse reste de toute façon l'opposé de non-tasse. Cette tasse reste de toute façon l'opposé de ce qui n'est pas une tasse. Mhm. Cette tasse, cette tasse reste l'opposé de ce qui n'est, de ce qui est un livre. Elle reste l'opposé de ce qui est une table, etc., etc. Donc elle est une non-table, elle est un non-livre, elle est un non-bol, etc. Quand on exclut explicitement bol, livre, etc. Mais Et ça, ça reste toujours la c'est même tasse. en anglais, c'est le reverse, reverse of Oui, l'opposé. reverse. Mais donc, c'est de toute façon un phénomène qui existe aussi. C'est de toute façon quelque chose qui existe. Tandis que si tu dis un non, un non-tasse, ça peut être un non-existant aussi. Oui, C'est la exactement. différence entre, comme tu dis, ouais, l'exclusion, ouais, Oui. l'opposé. Ok. Hmm. Mais Mhm. Oui, une c'est exclusion. subtil, ça, ouais. Ok. Wow. Une exclusion, on pourrait dire, en Hmm. effet, l'opposé de, c'est pas nécessairement un existant. Par exemple, l'opposé d'existant, l'opposé de ce qui existe, eh ben, ça veut dire non existant. Donc ça n'existe pas pour autant. Ouais, Mhm. donc l'opposé de ce qui existe, c'est un opposé ou c'est une négation. C'est pas vraiment une négation parce qu'une négation doit exister, doit être un phénomène.
Donc non existant n'est pas une négation. Mais le fait qu'une corne de lapin n'existe pas, ça existe. Oui. Ok. Voilà. Le fait qu'une corne de lapin soit l'opposé d'existant, ça existe. Parce que, en effet, si on disait que ça n'existe pas, ça veut dire que la corne de lapin ne serait pas l'opposé d'existant. Ou ne serait pas l'opposé de ce qui existe. Or, elle reste l'opposé de ce qui existe. Très bien. Donc ça, c'est vraiment un domaine spécifique, la négation. Mais ce qu'il faut essayer de voir, c'est que dès l'instant où vous avez une tasse, vous avez nécessairement l'opposé de non-tasse. Sauf que l'opposé de non-tasse est explicitement réalisé par votre conscience uniquement si vous éliminez explicitement non-tasse. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Mais en éliminant donc tasse, l'opposé de non-tasse, donc c'est tasse, Hmm. d'accord? Mais ça veut dire que tu reviens à la même chose, c'est-à-dire que tu as les caractéristiques. Je ne comprends pas ça. Non. Ouais, ça revient à la même chose. Ça revient à la même chose, ça veut dire que si on dit l'opposé de non-tasse et tasse, ça renvoie à la même chose, sauf que l'une est une négation et l'autre est un phénomène affirmatif. Ouais, c'est juste ça qui fait la différence. Mais après, c'est comme quand tu dis que ces deux objets sont contradictoires d'une manière indirecte, tu es obligé de formuler, de réaliser que ça, c'est une tasse. Oui, Tu sais que c'est une tasse pour dire que ça, ce n'est pas une tasse. oui, oui. Ça veut dire que, en C'est effet, en deux temps. ouais, Enfin, on doit faire cette distinction entre les deux. C'est-à-dire l'opposé de non-tasse, en effet, on doit savoir ce que veut dire tasse et on doit aussi, du coup, éliminer tout ce qui n'est pas tasse. voilà. Mais ça me rappelle par rapport aux contradictions directes ou indirectes. Oui, Quand tu affirmes, quand tu décides que ça, c'est une tasse, implicitement après, tu sais que ça, c'est pas une tasse parce que tu sais que c'est une tasse, mais tu es obligé de oui, passer quelque chose pour. Enfin, c'est pas oui, comme alors chaud et froid qui est direct. Enfin, la théière sera indirectement contradictoire avec voilà, la c'est tasse. ça. Voilà, c'est ce que Oui, je veux dire. oui, Indirectement, pour moi, ce serait. Indirectement, parce que tu es d'abord obligé de réaliser enfin, ce oui, que c'est l'un pour déduire que ça ne l'est pas. oui, Mhm. parce qu'il y a des contradictions directes et des Voilà, contradictions voilà, indirectes. direct. Par exemple, si on dit bleu et non bleu, bah là, c'est des opposés directs, c'est des contradictoires directs, bleu et non bleu. Mais si on Voilà, dit bleu et jaune, jaune reste contradictoire voilà. avec bleu, mais il est indirectement contradictoire avec bleu, parce que le seul qui soit directement contradictoire avec bleu, c'est juste non bleu. Ah, Or, le jaune est bien un non bleu, mais le jaune est indirectement contradictoire. Si on dit non bleu, dans ce cas-là, on exclut explicitement ou directement. Parce que en tibétain, c'est ngögel. Ngögel, ça peut vouloir dire contradictoire direct ou contradictoire explicite. Ça peut être deux façons de traduire ngö en tibétain. Donc, le jaune reste contradictoire avec le bleu, mais c'est un contradictoire indirect. Parce ok. qu'en Ouais. base, enfin, il faut qu'il y ait la définition de bleu et on s'appuie sur cette définition pour que Voilà. voir indirectement, il y a un média entre les deux. Mm. Oui. Voilà. Il n'est Ouais. pas direct. C'est que seul Ouais. non bleu est l'opposé direct ou le contradictoire direct avec bleu. Parce que c'est ce qui nie directement bleu. Alors que jaune, il faut quand même passer par un autre moyen pour voir qu'en effet c'est contradictoire avec bleu. D'ailleurs, même certains au cours des débats diront que non, c'est pas contradictoire parce que le vert est à la fois jaune et bleu. Donc certains pourraient ne pas accepter que bleu et jaune sont contradictoires. Alors que si on dit bleu et non bleu, là c'est plus facile. Tout de suite on sait que non bleu est nécessairement l'exclusion de bleu. Mhm. Mais ça, c'est conceptuel parce que si c'est direct, si tu vois du jaune et du bleu, c'est contradictoire, mais directement, non? Alors le jaune et le bleu sont indirectement contradictoires, restent contradictoires, mais indirectement. Même si c'est pas une perception sensorielle visuelle. Ouais, exactement. Parce que t'es obligé de réaliser l'un pour exclure l'autre, pour dire que c'est pas l'autre. Tu peux Oui, d'une pas dire certaine manière, direct. ouais. Ouais. Parce qu'il y a que non-tasse qui soit l'opposé direct ou le contradictoire direct de tasse. Mm. Même si une table est une non-tasse, elle reste indirectement contradictoire avec tasse. Parce qu'il y a deux objets. Ok, c'est ça. Ouais, Deux d'une supports, certaine deux manière. trucs. Ouais, même si elle fait partie de non-tasse, même si le jaune fait partie de non-bleu, c'est quand même non-bleu lui-même, ou c'est quand même non-tasse lui-même, qui sont directement contradictoires avec bleu et tasse. Mm. Il y a un Mais texte magnifique faudrait dans... le travailler, faudrait le travailler longtemps pour que ouais, ça il y devienne un a, peu fluide, hein, parce que c'est quelque chose hmm, ouais. ouais, il y a un texte Parfois, c'est- magnifique dans... ouais.
Dans The Two Truths de Guy Newland, là c'est sur le Madhyamaka, il parle justement des contradictoires directs et contradictoires indirects. C'est juste magnifique. Parce que ça permet de comprendre que les deux vérités, justement, les deux vérités sont des contradictoires, mais il y a aussi deux autres contradictoires. Des contradictoires dont l'un exclut nécessairement l'autre et des Ouais, c'est contradictoires ça. qui ne peuvent pas Ouais, demeurer ensemble. Ouais, donc il y a voilà, d'autres contradictoires et les deux vérités, par exemple chez les Madhyamika, etc., sont des contradictoires qui sont directs d'une certaine manière, mais malgré tout qui peuvent demeurer ensemble dans la et ben même ça, nature. t'es presque obligé de le comprendre parce que c'est comme la sagesse de la vacuité qui est le seul antidote parce qu'il est de la même nature, en fait, qui va attaquer la racine de quelque chose, Oui, parce que comme le chaud et le froid. Du moment que tu as beaucoup de chaud dans du froid, bah, ça va gentiment atteindre la racine du froid pour que ça devienne chaud. oui, Tandis qu'une tasse et un pot, c'est pas, ils n'ont rien en oui, commun, donc oui. ça va pas toucher le continuum d'un objet ou de l'autre. Donc, en Mais effet, ça, c'est vachement important à travailler, en fait, ouais. parce que Le soi et le non-soi sont directement contradictoires, sont des contradictoires, sont des vrais contradictoires, et la sagesse du non-soi et l'ignorance qui saisit un soi sont des contradictoires qui ne peuvent pas demeurer ensemble. C'est deux autres types de contradictoires. Ils disent comme la chouette et le corbeau, ouais, comme le froid et le chaud, etc., etc. Très bien, donc ça on en reparlera. Mais en effet, si on dit non, non tasse, qu'est-ce qu'on comprend? Non tasse et tasse, non, non, tasse, c'est tasse. Oui, exactement. c'est l'opposé. Donc, si on comprend l'un, on comprend nécessairement l'autre. Nécessairement. Sauf que l'un va apparaître à notre conscience conceptuelle parce qu'il sera envisagé par notre concept. Si on dit tasse, on a le concept de tasse. Qu'est-ce qu'on réalise? On réalise tasse et on réalise aussi non-non-tasse, nécessairement. Mm. Mais non-non-tasse se réaliser implicitement parce qu'on n'aura pas la généralité de sens de non-non-tasse. Et inversement, si on pense non-non-tasse, on va réaliser de toute façon non-non-tasse et tasse. Les deux vont être de toute façon réalisés. Sauf que non-non-tasse va être explicitement réalisé parce qu'on aura le concept non-non-tasse. Et tasse sera aussi réalisé, mais implicitement. Parce qu'on n'aura pas le concept de tasse à ce moment-là. Mm. Donc les deux doivent de toute façon être réalisés, mais il y a une réalisation implicite et une réalisation explicite, nécessairement. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est pourquoi ici on a ce débat. On va essayer de le terminer d'ailleurs, on est presque à la fin. Et donc une condition inférentielle valide qui réalise l'impermanence du son, c'est les deux. Ouais, ça veut dire que vous avez une condition inférentielle valide qui réalise l'impermanence du son, donc vous avez la généralité de sens impermanence du son. Et donc, c'est une condition inférentielle au regard de l'impermanence du son, et c'est aussi une condition conceptuelle au regard de l'impermanence du son, parce qu'elle conceptualise impermanence du son, tout simplement. Elle a la généralité de sens, impermanence du son. Ouais, ça vous parle? Mm. Très bien. Mais c'est Ensuite, vrai que ouais, non, parce que le son, c'est quelque chose qui appartient pas à un objet spécifique non plus. Contrairement à une tasse qui a une odeur, qui a une ouais, sonorité, qui a une couleur, qui a tout ça, le son, c'est quelque chose à part aussi. Tu es obligé de frapper quelque chose pour avoir un son. oui, Le son, il peut pas apparaître tout seul. Enfin, il fait pas partie intégrante d'un objet. oui, on pourrait dire il y a dans les particules minimalistes, il y a les éléments et les dérivés des éléments. Et Ouais. dans les dérivés des éléments, il n'y a pas le son. Mais dès l'instant où il y a un son, on frappe des mains, etc., il y a en plus une particule de son qui va se rajouter. Ah, ok. Ouais. Qui peut pas, de nouveau, c'est quelque chose qui peut pas apparaître de lui seul. Oui, il faut qu'il soit produit. On pourrait dire que, d'une certaine manière, oui, pour les autres particules, il faut qu'elles soient agglomérées suffisamment de manière grossière pour qu'on puisse les voir. Ouais, on dira qu'une particule infinitésimale continue d'apparaître quand une tasse apparaît, mais elle ne peut pas être réalisée pour autant. Ouais, donc après pour le son, on pourrait se poser la question. Il y a des sons qui sont produits mais qui ne sont pas nécessairement réalisés non plus. Par exemple, pour entendre le cri des chauves-souris, il faut prêter l'oreille. Ouais, il y a certains cris des chauves-souris, moi j'arrive à les entendre l'été, mais certains à certains niveaux assez bas dans le spectre. Si c'est trop haut, je les entends plus. Ah, d'ailleurs, il y a Ouais, les jeunes, les bébés, les enfants, ils entendent des sons que nous, on n'entend plus, hein.
Et Oui, les oui, faire exactement. faire après. Mais Ouais. là, par exemple, une personne sourde, elle va pas entendre les sons, mais suivant comment elle va les sentir corporellement. Elle va sentir Oui, une vague, en fait, parce qu'un son, c'est une vague aussi. Enfin, ouais, c'est un champ vibratoire. Mm. oui. Et donc là, ici, dans ce cas-là, le son, on dira oui, c'est une onde sonore, etc. Mais ça peut être en effet dans l'eau, ça peut être dans l'air, etc. Ouais, par exemple, quand dans les films de science-fiction, vous avez par exemple, j'ai regardé il y a pas longtemps les anciens Star Wars, où tu entends le bruit des moteurs du, de l'OVNI et tout ça, mais dans l'espace, il n'y a pas de bruit de moteur, c'est impossible, parce qu'il n'y a pas de vibration. Donc, Ah. on entend souvent le bruit des moteurs dans l'espace, mais en réalité, c'est pas possible. Ok, très bien. Donc, ici, pour terminer ce débat, il y a la condition inférentielle valide qui réalise l'impermanence du son. C'est une condition inférentielle valide qui se rapporte à l'absence de permanence du son, parce qu'elle réalise aussi implicitement l'absence de permanence du son, mais n'est pas une condition conceptuelle qui se rapporte à cela, parce qu'elle ne conceptualise pas absence de permanence du son. Qu'est-ce qu'elle conceptualise? Impermanence du son, tout simplement. Ouais. Mais même si elle a la généralité de sens impermanence du son, elle doit réaliser aussi nécessairement l'absence de permanence du son. Mais ça, c'est réalisé implicitement. Donc ce n'est pas une condition conceptuelle qui conceptualise absence de permanence du son. Donc ça reste une condition inférentielle au regard de l'impermanence du son, mais ce n'est pas une condition conceptuelle au regard de l'absence de permanence du son. C'est ça que ça veut dire. Ça vous parle ou pas? Mhm. Ouais, à Et en plus, moitié. ouais, j'ai pas compris pourquoi elle conceptualise seulement la permanence du son. Elle n'a pas besoin de Ouais. conceptualiser la permanence, Elle ne peut le nécessairement pas le non-permanence faire. du son, Elle ne parce peut que ça vient nécessairement pas le faire. implicitement. Parce Elle qu'une peut condition nécessairement pas le conceptuelle, faire. une condition conceptuelle, c'est une condition qui s'engage par exclusion. Quand on pense à un truc, on ne pense nécessairement pas à d'autres Ah, trucs. Mais on peut réaliser d'autres trucs sans y penser. Ça veut ah, dire que c'est si on intéressant. pense, Donc, si on pense conceptuellement, c'est toujours impermanence par du son, exclusion. ouais, la condition conceptuelle, c'est une condition qui s'engage par exclusion. C'est-à-dire que si on pense à tasse, on ne pense nécessairement pas à tasse bleue. Si on pense à Mhm. impermanence du son, on ne pense nécessairement pas à absence de permanence du son. C'est ça que ça veut dire, une condition conceptuelle. Elle s'engage par exclusion, donc elle ne peut conceptualiser qu'un seul truc à la fois. Ouais. Mais elle peut réaliser plusieurs trucs à la fois. C'est-à-dire que si on conceptualise impermanence du son, qu'est-ce qu'on réalise? Absence de permanence du son. Mhm. Mais on ne le conceptualise pas. Donc c'est ça que ça veut dire, ce débat en particulier, c'est qu'il y a une différence entre cognition inférentielle valide au regard de tel phénomène et cognition conceptuelle au regard de tel phénomène. C'est-à-dire qu'on peut réaliser inférentiellement un phénomène sans le conceptualiser. C'est-à-dire il sera réalisé mais implicitement. C'est ça que ça Mhm. veut dire. Ouais. Bravo, si vous comprenez ça, vous comprenez ce débat, tout simplement. Donc, on peut réaliser inférentiellement deux choses à la fois, mais conceptuellement, c'est seulement une à la fois. Non, non, quand on a une réalisation, il y a toujours réalisation explicite et implicite. Ouais, De toute façon, réalisation, que c'est ce pour soit le jour. conceptuel, Ah. que ce soit conceptuel ou direct. C'est-à-dire, Mais on ne peut pas conceptualiser deux choses à la fois. exactement. Ça, c'est pas, c'est le contre. Ok. Donc, soit c'est implicite, soit c'est explicite, mais on ne peut pas faire les deux à la fois, c'est ça? Alors, Ah. on a nécessairement les deux en même temps. Oui, mais C'est à méditer là, hein, parce que c'est que ce waouh. soit réalisé, je veux dire. Il y a les deux en même Ouais. temps, mais on réalise, on est soit du côté implicite, soit on est du côté explicite dans la tête, c'est ça? Oui, exactement. Ça veut dire que, surtout si c'est conceptuel, on ne peut penser que à tasse, ou à tasse bleue, ou à grande tasse, etc. Mais on ne peut pas avoir en même temps trois concepts en même temps dans l'esprit. C'est pas possible. Soit on a un concept, soit un autre, etc. De toute façon. Donc c'est pour ça que notre conscience conceptuelle s'engage par exclusion. C'est-à-dire qu'elle ne peut penser qu'à un truc à la fois. Mais quand on pense qu'à un truc à la fois, on peut réaliser donc explicitement ce truc, et on peut réaliser implicitement son opposé, l'opposé de son opposé, sans le conceptualiser. Par exemple, si on dit, Ah, oui, c'est si on pense à voilà, si on pense à l'impermanence du son, on oui. réalise explicitement l'impermanence du son, si c'est une condition inférentielle, et implicitement, on réalise que le son est dénué de permanence. Mhm. Mais ça, c'est pas conceptualisé parce qu'on a à l'esprit que le concept impermanence du son.
Mais ça provient aussi parce qu'une faculté sensorielle ne peut s'occuper que de son truc. Si tu observes une tasse, tu peux pas observer quelque chose d'autre. En fait, tu peux Oui, avoir un objet d'observation en même temps. Tu oui, peux donc pas ça c'est non plus pareil, ça veut dire sentir, que tu peux pas sentir la tasse et puis enfin, sentir la tasse et toucher la tasse. Quelque part, on a l'impression qu'on le fait ensemble, mais les consciences, elles peuvent pas, enfin, ta conscience, elle peut pas faire les deux à la fois. Si tu oui, alors on peut observes quand la même. couleur de la tasse, tu peux pas observer, enfin, tu peux pas Ouais, la si on sentir. réalise, si on réalise visuellement la couleur noire de la tasse, on réalise explicitement qu'elle est noire et Ouais. implicitement on réalise qu'elle n'est pas non noire. Voilà, mais tu peux pas en même temps qu'elle est pleine ou qu'elle est vide ou qu'elle est dure ou qu'elle est molle. Oui, En alors même si temps, tu tu peux, peux parce pas. que les consciences sensorielles, elles travaillent en même temps. Elles travaillent en même temps. Après, c'est où se dirige exactement la conscience mentale. Il peut y avoir l'insistance plus sur un objet que sur un autre. Mais par exemple, on peut très bien regarder un film avec la saveur du popcorn dans la bouche, avec le moelleux du fauteuil dans lequel on est, etc., etc. Avec, Mais c'est pas le même le, instant. Non, c'est pas le même instant. alors, toutes ces consciences, elles travaillent en même temps. Mais après, c'est où va se diriger la conscience mentale? Peut-être plus vers Ah, le ah. film ou plus vers les gens qui parlent à côté. Hier, je suis allé voir le film de Jérémy Ferrari. Donc, il y avait des gens qui parlaient. Bon, heureusement, ils se sont tus pendant le film. Mais je suis quand même déplacé, en fait. Parce que des fois, on peut être plus sur le film, des fois plus sur où quelqu'un allume son portable, etc., etc. Ouais, Ouais, ou où on entend le bruit d'un paquet de bonbons, etc., ouais, etc. ouais, les pop-corn. C'est là où va se diriger notre conscience mentale. Mais nos consciences sensorielles et notre conscience mentale, leur continuum est coexistant. On n'a pas une conscience visuelle qui s'arrête quand on a une conscience auditive qui fonctionne, etc. On a toujours tout ça qui fonctionne en même temps. Ça passe dans l'inattentif, du coup. Et on passe dans l'inattentif si la conscience mentale est plus dirigée vers une conscience ou vers une autre. Et donc, du coup, quand il y a quelqu'un qui m'embête ou je sais pas quoi, qui a trop de bruit, je sais pas quoi, je peux me dire, ah non, je vais focaliser sur autre chose, comme ça m'embête plus. C'est ça, je Oui, vais exactement. me forcer à me concentrer sur autre chose, quoi. Tout à fait, exactement. Donc là, bien sûr, là, c'était pour les perceptions directes, mais ici, dans notre débat, c'est pour la conscience conceptuelle. Ouais, pour Mhm. la conscience conceptuelle, elle s'engage nécessairement par exclusion. C'est-à-dire que si on pense à tasse, on ne pense nécessairement pas à non-non-tasse, mais on réalise non-non-tasse. Mhm. C'est ça que ça veut dire. Ouais, donc la cognition inférentielle qui réalise l'impermanence du son, c'est aussi une cognition inférentielle au regard de l'absence de permanence du son, mais ce n'est pas une conscience conceptuelle au regard de l'absence de permanence du son, parce qu'elle ne conceptualise pas absence de permanence du son, elle conceptualise juste impermanence du son. Si on comprend ça, on comprend ce débat. C'est pas très compliqué. Ouais, donc on essaiera la fois prochaine de conclure ce débat et ensuite il y a d'autres trucs qu'on essaiera de voir la différence entre ce qui est réalisé à partir de telle raison et ce qui est réalisé par telle raison. Donc on verra qu'il y a aussi des distinctions à faire par rapport à la réalisation conceptuelle, par rapport à la raison, la raison valide, etc., etc. Mais là, il faudra qu'on termine déjà ce débat sur cognition conceptuelle et cognition inférentielle. Ouais. Très bien. Donc normalement vendredi prochain, il n'y a pas vendredi matin. Il y aura le soir pour les débats. Ouais, je vous le redirai par WhatsApp. Très Et donc, il n'y bien. a pas le matin. Merci. Ok. Il n'y aura pas le matin, ouais, parce que je serai en partance pour le sud pour quelques jours. Merci beaucoup, prenez bien soin de vous Merci à et peut-être toi, à ce soir merci pour à la suite des vous. débats avec les généralités de sens. Ouh là là, on va s'éclater. Merci beaucoup. Excellente journée. Bye Ciao. bye.